Il y a eu beaucoup d'essais, de tentatives de débat qui ont aussi tourné effectivement au pugilat et où les groupes qui représentaient les homosexuels se sont sentis vraiment traités de manière infamante. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup refusent et que nous avons pensé eh bien, qu'on pouvait débattre vraiment, qu'effectivement il pouvait y avoir un dialogue. Et c'est dans cet esprit d'ouverture et de dialogue qu'on est là et on espère qu'on pourra avancer donc, sur le sujet. Alors, un premier point que je voulais développer, c'est que les mentalités évoluent. Au cours des 19e et des 20e siècles, la loi s'est beaucoup adaptée aux réalités qu'elle a souvent suivies et non précédées. Et ainsi, le droit au divorce, la contraception en 1967, l'IVG en 1974 et l'instauration du PACS en 1999 ont à chaque fois été l'objet de discussions passionnées, de débats houleux. Et sont rentrés maintenant, j'allais dire, dans les mœurs, entre guillemets. Bien sûr, ils ont encore leurs opposants, mais il est vrai que peu de gens, je pense, maintenant s'opposeraient à l'idée qu'on puisse utiliser une contraception. Les enfants de divorcés, le divorce existe, on peut effectivement le regretter forcément, mais ça fait partie des mœurs actuelles. Et je pense que même par rapport au PACS, beaucoup de ceux qui ont été opposés en sont maintenant non seulement les défenseurs, mais en proposent même actuellement, dans le cadre actuel, une extension. Ce qui prouve que effectivement, l'évolution des lois fait évoluer les mentalités et que l'on peut tout à fait avoir une position 10 ans avant qui est complètement évoluée 10 ans après sans se renier soi-même. Je voudrais aussi nous demander un effort commun, aussi bien à nous qu'à vous, c'est d'essayer dans ce débat de faire la différence entre ce que peut être la réalité et ce qu'est la réalité aussi bien des propositions que des faits, et ce qui fait partie de nos peurs, voire de nos fantasmes, parce que je pense qu'effectivement, tout le monde a des peurs et des fantasmes, nous comme vous, mais je pense que c'est bien qu'on essaye d'être clair sur ce que sont les faits et ce que sont nos peurs et nos fantasmes. Enfin, dernier point de mon introduction, c'est que si notre association existe, c'est bien parce que l'homophobie existe. Et que si elle touche effectivement beaucoup de personnes en France, il faut quand même savoir que les jeunes homos ont un taux de suicide 13 fois supérieur à leur père hétérosexuel et qu'on considère qu'un tiers des homos de moins de 20 ans ont fait une tentative de suicide. Donc peut-être qu'il n'est pas encore facile dans notre société, même si elle a beaucoup évolué, de vivre en étant homo, et quand on est homosexuel, on est un être humain tout à fait normal, et l'orientation sexuelle n'est vraiment qu'un aspect de l'ensemble de la personnalité des gens en question. Il faudra évoluer le regard de la société sur les homosexuels en n'en faisant plus un groupe à part, mais un groupe comme les autres. Et qu'à ce moment-là, le questionnement de savoir s'ils pourront s'insérer normalement et être heureux, le questionnement du qu'en dira-t-on, qui est un énorme questionnement qui bouleverse beaucoup les familles, et ensuite, donc l'autre sujet, effectivement, des enfants. Eh bien, si cette loi était votée, peut-être que je me prends à rêver, mais alors là, j'ai tout à fait conscience que ça fait partie de mes rêves et de mes fantasmes. Notre association n'aurait peut-être plus de raison d'exister. Si ce n'était pas le cas, notre association n'existerait pas, comme on a vu. On voit bien que des jeunes, quand ils se découvrent homosexuels, se posent plein de questions, ne le vivent pas forcément bien, alors pas tous, mais c'est, je dirais quand même, souvent le questionnement par lequel ils passent. Voilà, d'où ça vient, pourquoi est-ce que en fait, un jeune actuellement, quand il découvre qu'il est homosexuel, pourquoi est-ce qu'il ne le vit pas bien? Parce que la société, je dirais, véhicule un certain nombre de clichés, un certain nombre de peurs, un certain nombre d'images qui collent, je dirais, à ce que serait un homosexuel. Et je dirais la question est la même par rapport aux parents d'homosexuels, donc c'est pareil, ils vont se poser pas mal de questions, avoir peur un petit peu de ce qui peut se passer avec leur enfant, dans les questions qu'a posées Daniel Vignoul. Autre chose qui me fait dire que l'homosexualité pose problème actuellement en France, c'est,
voilà, la nécessité qu'il y ait un débat. S'il n'y avait pas de... Enfin, si l'homosexualité ne posait pas problème, je pense que, bon, en fait, il n'y aurait pas besoin de proposer des débats, je dirais, à nos concitoyens. Et puis, pour terminer, je parlerai tout simplement de moi. C'est que, moi, oui, l'homosexualité m'a posé problème pendant de nombreuses années. Donc, je dirais, en gros, j'ai dû mettre à peu près 10 ans avant d'accepter ce que j'étais. Voilà, donc il faut savoir que l'homosexualité n'est pas un choix. Je dirais, c'est quelque chose qui s'impose donc aux personnes concernées. Pourquoi est-ce que j'ai eu autant de mal à m'accepter? Et donc, quand je dis j'ai mis 10 ans, donc c'était il y a quand même 20 ans. Hein, donc, je fais peut-être. Certains pensent que je fais des fois plus jeune que je suis, mais bon, j'ai 37 ans. Donc c'est vrai que il y a 20 ans, moi j'avais pas de vision de l'homosexualité, j'avais pas de référence. Je connaissais personne d'homosexuel. À la limite, j'en avais pas vraiment entendu parler, à part après, je dirais des injures, des clichés, voilà, enfin des mots comme ça collés à l'homosexualité. Et donc, c'est aussi, voilà, que dans mon entourage, il y avait personne. Hein, je connaissais pas dans l'entourage proche, mais après, notamment dans des personnes connues qui auraient pu être homosexuelles. La seule référence que j'avais, moi, de l'homosexualité, c'était la cage aux folles. Donc la cage aux folles, autant vous dire que je m'y reconnaissais, mais pas... Le Pacs, je vais être un peu juridique, j'espère pas trop ennuyeuse, mais enfin, c'est ainsi. Le droit permet aussi de réfléchir rigoureusement. Le Pacs, c'est un contrat qui a été introduit dans notre droit en 2006. C'est un contrat qui relie deux personnes de sexe différent ou de même sexe pour organiser la vie commune qu'ils mènent ensemble. Alors, il a été très vite précisé par la jurisprudence que la vie commune n'était seulement pas des intérêts partagés, mais bien une vie de couple partagée. Donc ce contrat, très brièvement, il a des conséquences patrimoniales pour les deux personnes qui le contractent, aide matérielle, solidarité des dettes ménagères, certaines techniques liquidatives lorsqu'il y a la dissolution d'un Pacs, certaines mesures fiscales, une exonération des droits de succession lorsqu'il y a testament. Donc on a un certain nombre de droits, de conséquences patrimoniales qui d'ailleurs progressivement, et je pense que c'est intéressant de le noter, se sont alignés sur les conséquences patrimoniales d'un mariage. La réserve héréditaire, principalement. Depuis 2006, je voudrais quand même souligner que le Pacs a une dimension extra-patrimoniale qui a été un peu portée par la mise à la charge des partenaires d'une certaine obligation de soutien et d'assistance réciproque. Comme si on voulait donner aussi au Pacs une certaine couleur je pourrais dire une couleur de morale dans le sens de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Donc, peu à peu, il y a eu quand même un rapprochement entre le Pacs et le mariage. Et pour venir aux différences qui, moi, me semblent très fondamentales, c'est que le Pacs n'impose pas d'obligation de fidélité. Et surtout, le Pacs n'a aucune influence sur la filiation des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si même deux personnes de sexe différent ont conclu un Pacs et ont un enfant, il n'y aura aucune conséquence sur la filiation de cet enfant. C'est-à-dire qu'on sera dans les modes d'établissement d'une filiation hors mariage, par voie de reconnaissance ou d'action en recherche. Je ne vais pas faire une qualification. Mais c'est ça qui est très important. La notion d'époux de même sexe implique un bouleversement de la manière de penser le mariage. Voilà. Je crois que c'est important que ça soit dit en transparence. Très bien. Merci Henriette. Une intervention très brève, parce que le pédiatre n'a pas beaucoup d'avis juridiques. Par contre, le pédiatre ce soir est un peu accablé parce qu'il vient d'apprendre qu'il fallait qu'il nourrisse sa belle-mère. Voilà. Donc je vais être relativement bref. J'ai seulement dit la sensibilité de quelqu'un qui, par son métier, est confronté toute la journée, depuis 40 ans, à des problèmes de couple et d'enfants. Et tout d'abord, dire que l'enjeu ce soir, c'est pas du tout l'homosexualité, qui est un fait, qui est une réalité, mais le risque irréversible d'un brouillage des généalogies et des statuts. Je parlerai tout à l'heure de cet enfant sujet
qui devient un enfant objet. Le brouillage également des identités, brouillage qui, à mon sens, est préjudiciable à l'ensemble de la société et qui perd de vue l'intérêt général au profit de, je l'ai appris tout à l'heure, d'une minorité et de la minorité. Donc, on condamne avec la même vigueur les actes et les propos homophobes, comme on l'a fait pour les actes et les propos antisémites et racistes, mais ceci ne nous autorise pas à accepter que par le biais d'une union, en fin de compte, dont les termes sont tout à fait acceptables, un véritable cheval de Troie s'introduise par le biais de la filiation dans nos sociétés pour en bouleverser tous les repères anthropologiques. L'argument du mariage pour tous, à mon sens, ne tient pas. En effet, on ne se marie pas pour la seule raison qu'on aime. Par exemple, quelqu'un qui aime 2 femmes ne va pas les épouser toutes les 2. Une femme qui aime 2 hommes ne va pas les épouser les 2. On ne va pas épouser sa fille, on ne va pas épouser son père, on ne va pas épouser son chien, malgré qu'on l'aime beaucoup. Je veux dire, cet argument de l'amour, du mariage couronnant l'amour, ne tient absolument pas. Et je vous dis que pour moi, le mariage, ce n'est pas uniquement la reconnaissance officielle, une sacralisation publique d'un amour, c'est surtout l'institution, je confirme ce que dit Henriette, qui articule l'alliance de l'homme et de la femme dans la succession des générations. Derrière le mariage pour tous, en fin de compte, qu'est-ce que je vois, moi? Je vois une substitution, remplacée par un objet juridique asexué, une institution chargée de sens juridique, symbolique et culturel, qui est appuyée sur une différenciation sexuelle irrévocable. En effet, Henriette a parlé tout à l'heure d'étymologie et de sémantique. Le mot parent contient, par définition, et moi je l'emploie tous les jours, une multipart, une nullipart, une primipart, la notion de procréation, et une notion qui est largement oubliée par la loi. Cette notion qu'en fin de compte, la filiation, c'est d'abord et toujours l'engendrement. Et je partage l'opinion d'Henriette sur les très faibles différences des dispositions légales actuelles du PACS et celles du mariage tel qu'il est proposé. Des ajustements suffiraient largement à améliorer ce qu'est le PACS actuellement. J'y vois pour ma part, je le disais à Henriette hier soir, un peu le même parallélisme, cette méconnaissance de la loi qui existe au profit d'une nouvelle loi qui va venir comme 1000 feuilles supérieures à celle-là, avec ce qui se passe avec la loi Leonetti. Tout le monde en parle, tout le monde veut la changer, alors que personne ne l'a lu, personne ne l'applique, et personne ne sait que dans cette loi Leonetti, il y a tout ce qu'il faut pour que la mort des gens soit digne et accompagnée dans le minimum de douleur possible. Dès qu'on a abordé le mariage, on a abordé la filiation. Voilà. Exactement. Donc les propos sont un petit peu mélangés, effectivement. On va revenir sur la filiation ensuite. Donc effectivement, là ce qui est intéressant, c'est vraiment de traiter le mariage en tant qu'union civile, de la façon, par exemple, que l'Allemagne l'a fait. Voilà, ça peut être le sujet de la réponse. Ah oui, mais là, ça serait changer la loi. C'est même pas la loi Taubira, justement. Absolument, ça n'est plus vraiment la loi Taubira, mais on se pose la question du mariage en tant qu'union civile. Alors effectivement, pour nous, le mariage n'est pas du tout une institution millénaire, et c'est une institution qui a largement évolué au cours des siècles, et donc pourquoi ne continuerait effectivement-t-il pas à évoluer? Et il faut se rappeler que ça a été un sacrement religieux à partir du XIIIe siècle, et que d'ailleurs, à l'époque, les aristocrates chrétiens du Haut Moyen-Âge pouvaient pratiquer une polygamie.